Bonjour, je vais traiter aujourd'hui, après deux remarques préliminaires, des conséquences sur le long terme du traité de Versailles et plus généralement des modalités de paix, parce que ça constitue une des clés pour comprendre l'évolution des sociétés, les grandes tendances lourdes qui font que finalement un certain nombre de ces sociétés vont se fracasser dans ce que l'on appellera l'entre-deux-guerres. Et après, comme ça, nous pourrons décrypter les années folles et la suite. Deux remarques préliminaires sont les suivantes. D'abord, je tiens à vous remercier du fait que, suite à mon coup de gueule, j'ai eu le plaisir de constater que pour un certain nombre d'entre vous au moins, vous aviez commencé à revisionner et à raccrocher les wagons de cet enseignement à distance. Voilà, je ne peux que m'en féliciter. J'ai néanmoins été interpellé sur un point qui était dans ce coup de gueule, le fait que, tout simplement, je vous ai évoqué la menace. J'ai évoqué la menace donc d'un devoir en temps limité au mois de janvier. Alors, outre le sacro-saint principe pédagogique qui fait que j'en suis parfaitement libre de le faire, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai menacé. Or, quel est le but d'une menace? Le but d'une menace est une admonestation. C'est précisément un but pédagogique. Quand on joue aux échecs, on a coutume de dire que la menace est toujours plus forte que l'exécution. Si je menace, j'entraîne une réaction pour parer cette menace. Vous comprenez? Et le but que je poursuis est que vous visionnez ces vidéos, et ça c'est un point non négociable de notre contrat, et je répète, au cas où je m'apercevrais que cette partie-là du contrat n'est pas remplie, ou que j'estimerais qu'elle n'est pas suffisamment remplie, alors je mettrai en exécution cette menace. Et je répète, j'ai commencé par là, je vous remercie d'avoir, tardivement certes, et peut-être parce qu'il y a d'autres choses à faire, ce que je peux concevoir aussi tout à fait naturellement. Et je m'en garde, l'accumulation de vidéos en retard, c'est pas facile à récupérer. Voilà, donc je crois davantage aux vertus du travail régulier qu'aux grands coups de rein donnés au dernier moment. Voilà. Je vais commencer d'autre part à recevoir des plans et certains des résultats de vos travaux, aucune fiche de lecture pour le moment, mais sur les plans de dossier. Et certains se sont émus que je n'avais pas répondu dans les 3-4 jours qui avaient suivi l'envoi. Excusez-moi, si je fais des vidéos pour vous entre 6h et 9h du matin, ou en général après 22h, c'est que j'ai un certain emploi du temps à respecter, qui est compliqué. Et donc, laissez-moi au moins le temps de les regarder. Et c'est à titre de prévention que j'essaye d'insister chaque fois que je le peux sur contexte crise produit, sur cette démarche historienne que j'appelle de mes voeux.
Je tenais à faire ces deux remarques, donc vous remercier d'une part, très sincèrement, et d'autre part, vous dire que quand vous m'envoyez quelque chose, la moindre des corrections, pour ma part, c'est que je prenne le temps d'y réfléchir et de regarder sérieusement pour vous donner de la valeur ajoutée dans mes remarques. Je le ferai soit par téléphone, soit par mail avec les intéressés. Voilà, mais ça suppose que je mobilise du temps que je n'ai pas beaucoup, donc un peu de patience s'il vous plaît. C'est pour ça que je vous ai demandé de tout recevoir le 10 décembre pour qu'on ait le temps d'en discuter et que vous puissiez finaliser les corrections. Donc je reprends mes moutons et je continue sur les conséquences des traités de paix, parce que là encore, j'estime que si on ne les maîtrise pas, on se prive d'outils d'analyse de l'évolution des sociétés. Par exemple, si on prend le phénomène du rôle des anciens combattants dans la société française, comme dans la société italienne, comme peut-être dans la société allemande. Durant les années 20 et les années 30, on a quelque chose de majeur. En France, ça a été étudié dans la grande thèse d'Antoine Pro. L'impact des anciens combattants est tel que ce sont les acteurs principaux de ce qui se joue en France, par exemple, le 6 février 1934, et que pour justifier l'arrêt des combats le 17 juin 1940, c'est l'alibi moral que prend le maréchal Pétain, nommé président du Conseil, pour demander la cessation des hostilités. En Italie, la thématique de la victoire mutilée, c'est-à-dire le fait que les Italiens n'ont pas obtenu ce pourquoi ils ont connu des pertes terribles, parce que tout simplement c'était en contradiction avec la théorie des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, chère à ce qu'on présente hâtivement comme de l'idéalisme du président Wilson. J'essaie de vous montrer que c'était un peu plus nuancé d'ailleurs. Excusez-moi, les anciens combattants italiens, il y a un lien très important entre leur attitude et l'arrivée au pouvoir des fascistes. Avec d'ailleurs toute une réflexion intellectuelle qui lui aurait amené sur comprendre en quoi le fascisme a profondément changé de nature entre 1918-1919 et 1922. Je ne m'étends pas sur l'impact sur la société allemande, fortement touchée par le traité de Versailles, comme j'ai commencé à le signaler, comme on va continuer à le voir aujourd'hui. Voilà. Donc, les clauses de ces traités de paix, même si les traités de paix ne font pas partie en tant que tels, c'est pas un cours d'histoire diplomatique. Ces traités de paix, néanmoins, constituent le substrat sur lequel se sont construits des évolutions très, très importantes de la société française et autres. Et comme Isabelle Lespinay, fort justement, après nous avoir demandé notre avis, n'a eu qu'un avis favorable là-dessus, éminemment, envisage de se lancer dans une forme de comparatisme à l'échelle européenne. Les exemples allemands et italiens ne sont pas tout à fait négligeables à connaître là-dessus. Donc, ces préalables posés, donc, reprenons le fil de nos mesures sur le traité de Versailles. Ce que nous avons mesuré sur le traité de Versailles, c'est son caractère très imparfait, et j'ai juste essayé de vous montrer que sur deux points essentiels, la question de la culpabilité dans les causes du conflit autour de l'article 231 du dit traité, et autour de la question de la garantie américaine,
il y avait structurellement des choses qui pouvaient prêter à confusion et sur lesquelles ne pouvait que se développer une série de malentendus. Et objectivement parlant, ces malentendus sont des éléments de cause de notre conflit. Si bien que les traités de paix, au lieu de construire la paix, peuvent être considérés aussi comme des causes plus ou moins directes de la Seconde Guerre mondiale. Et je ne pense pas en conscience que l'on puisse faire le procès d'intention à ceux qui ont signé ces traités d'avoir voulu la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut bien quand même que l'on résolve cette contradiction. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, pour reprendre tout ça, trois nouveaux éléments d'analyse. Le premier élément, c'est que ces traités de paix, notamment le traité de Versailles, qui est le plus important puisqu'il touche la question allemande, mais aussi d'autres traités. Je pense évidemment au traité de Neuilly qui règle la question de l'Empire ottoman. Ont d'énormes béances et contradictions internes. Par exemple, sur les pertes territoriales de l'Allemagne. Il suffit de regarder une carte de l'Europe en 1914, vous la trouvez partout, et une carte de l'Europe en 1920. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'Allemagne n'a quasiment rien perdu à l'ouest de l'Europe. Bon, bien sûr, elle a perdu l'Alsace-Lorraine, enfin, et la Moselle. Excusez du peu. Excusez du peu. C'est le minimum. Elle a perdu du côté de la Belgique les cantons d'Eupen et de Malmedy. Là aussi, excusez du peu. Minimum. Et elle a quelques, n'est-ce pas, rectifications de frontières avec le Danemark dans la région du Schleswig-Holstein. Voilà. Il y a des pertes extrêmement minimes. Tandis qu'à l'Est, parce qu'au nom des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, il faut une Pologne indépendante. Ok, magnifique, je m'incline. Avec accès à la mer. Parce que sinon, c'est pas viable, la mer Baltique. J'admets. Mais je n'admets pas en conséquence que l'on me dise que pour avoir un accès à la mer Baltique, on va respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Parce que pour aller à la mer Baltique, il faut s'établir sur des terres conquises par les chevaliers teutoniques depuis le haut Moyen-Âge. Et ce sont des terres où on parle allemand. Et le critère de la langue étant reconnu dans le traité de Versailles comme élément déterminant de la définition d'une nationalité, le principe de créer une Pologne, oui, qu'elle ait accès à la mer pour être viable, ok, mais pas au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Si bien que ce beau principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il peut apparaître à certains esprits, non sans raison, comme étant un principe fondateur, mais appliqué uniquement à géométrie variable et au détriment des vaincus. Tiens, dans cette Pologne, il faut des mines de charbon ou de fer. Et que ces mines sont situées dans des régions germanophones. Alors, au nom de quoi on peut se rattacher au principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, défini par le président Wilson? Ok, adjugé, j'ai pigé, j'ai compris.
Mais dire que parce qu'il convient que la Pologne soit viable, alors là, je brime des populations germanophones. Et si l'exemple de la Pologne ne vous suffit pas, alors prenez la création de la Tchécoslovaquie. Et toute la coque de montagne des Sudètes. Alors évidemment, il y a des grandes réserves minières. Outre le fait que cette coque de montagne de la région des Sudètes, elle est une barrière protectrice qui rend géostratégiquement viable le jeune État tchécoslovaque. J'ai compris. Mais je sais aussi que c'est peuplé d'Allemands. Comment voulez-vous faire avaler cette pilule aux Allemands? On fait une paix juste pour éviter une Alsace-Lorraine à rebours, dixit Woodrow Wilson. Mais là, je crée une Pologne et là, je crée une Tchécoslovaquie. Et les Allemands, ben, vous vous soumettez. Vous ne trouvez pas que c'est un petit peu contradictoire dans les termes? Enfin, si ça ne vous apparaît pas, tant pis. Mais l'abruti d'historien que je suis, il se dit que c'est peut-être pas par hasard que la conférence de Munich où les démocraties vont se coucher lamentablement face à Adolf Hitler, la conférence de Munich de fin septembre 1938, ça touche quoi? Ça touche la question des Sudètes, que l'on rétrocède à l'Allemagne dans l'espoir chimérique d'éviter la guerre. Et si je sais bien que Hitler ne cherchait que des prétextes, le prétexte qu'il prend pour simuler une attaque polonaise contre le territoire allemand et justifier l'invasion de la Pologne pour théoriquement récupérer le corridor de Danzig. Tu parles quand il aura récupéré le corridor de Danzig, c'est-à-dire ce corridor de régions germanophones par lequel on permet l'accès d'une Pologne nouvellement créée à la mer Baltique. C'est bien pour ça, non? Qu'il y a cette opération minable, merdique, mais qui déclenche la Seconde Guerre mondiale, quand enfin les démocraties occidentales ont enfin compris que de toute façon c'était la guerre, qu'il n'y avait pas le choix face à Hitler. C'est bien pour la région la question des populations allemandes en Pologne. Alors évidemment, il ne faut pas être naïf. Tout le monde sensé sait que Hitler ne va pas s'arrêter à la question des régions allemandes. Mais là, on leur sert un prétexte sur un plateau d'argent. Voilà. Mais au-delà même des principes, si vous regardez cette carte de l'Europe de 1920 comparée à celle de 1914, il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Mais il y a un truc que je ne comprends pas. L'Allemagne a perdu la guerre. Je vous ai expliqué que toutes les théories du fait qu'elle ait été trahie grâce au bolchevisme, etc., aux révolutions, au judéo-bolchevisme, enfin, tous les alibis que l'on va sortir, et qui devraient vous conduire à réfléchir sur d'autres sujets, sur la fabrication de boucs émissaires en histoire. Je sais pas, les casseurs par rapport à des lois liberticides, sans vous interroger sur les doctrines de maintien de l'ordre, je ne sais pas, la vindicte lancée contre les populations musulmanes en France, présentée majoritairement comme prétendument anti-républicaine, je ne sais pas, mais enfin, vous comprenez bien ce que je veux dire. Moi, ce que j'observe en regardant cette carte et que je ne comprends pas, l'Allemagne a perdu la guerre sur le front français, dans des circonstances que je vous ai décrites. Mais à l'Est européen, elle a gagné. La paix de Brest-Litovsk, signée en janvier 1918 par le commissaire des peuples de la Révolution russe aux affaires étrangères, s'appelle, je crois, Léon Trotsky. Acte
la défaite militaire des Russes. Or, quand vous regardez cette carte, vous avez quand même une contradiction géostratégique viscérale, qui est que l'Allemagne a perdu à l'ouest et qu'elle est sanctionnée à l'est. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que l'axe fondateur de cette paix est de faire évidemment quelque chose qui règle la question allemande et de ses alliés, mais c'est surtout de faire un barrage contre la révolution russe. Et que ce n'est pas tant pour être généreux au nom des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes qu'on va créer une Tchécoslovaquie, d'ailleurs artificielle, parce qu'entre Tchèques et Slovaques, je ne suis pas persuadé que ce soit un mot faux. Mais aussi une Pologne. Comme on va créer une Union des Slaves du Sud, une Yougoslavia. Et que si on crée tout ça, c'est parce qu'on veut avoir des États tampons entre ce qui reste de l'Allemagne et la révolution russe, et plus généralement entre l'Europe occidentale et la révolution russe. Et j'entends bien que chacun de ces éléments est éminemment logique, stratégiquement parlant. Mais habiller ça du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça c'est une autre histoire. Parce que vous donnez, je l'ai dit tout à l'heure, sur un plateau d'argent, alors qu'il n'en est pas besoin. L'histoire, théoriquement, n'offre pas les places sur un plateau d'argent. On ne crée pas un État sur un plateau d'argent. Je ne crois pas que la République se soit imposée sur un plateau d'argent. Donc, vous avez là une éminente contradiction, une éminente béance. Continuons, si vous me permettez, sur ces éléments là, le démantèlement de l'Empire ottoman. Donc, traité de Neuilly, ça marche tellement bien, le traité de Neuilly, qu'il y a une guerre immédiatement entre la Grèce et la Turquie. C'est quand même grandiose. C'est quand même grandiose. Particulièrement sanglante, où des populations grecques installées depuis des millénaires vont être balayées, massacrées, déportées. Et ce qui, sur la longue durée, fait que si l'un ou l'une d'entre vous peut penser qu'entre la Grèce et la Turquie, c'est le grand amour, nonobstant des propositions de collaboration commune en cas de tremblement de terre, enfin, excusez-moi, les relations entre la Grèce et la Turquie ne sont pas au beau fixe. Ça a des conséquences, paraît-il, même sur les relations entre la France et la Turquie. Si vous avez un petit peu suivi quelques événements là-dessus, et là aussi, je pense qu'il conviendrait, mais c'est un autre débat, de s'interroger sur le démantèlement des structures culturelles et idéologiques de l'État turc par l'actuel gouvernement turc. Je veux dire, comment on passe de la révolution kémaliste, de Kemal Atatürk, n'est-ce pas, à un retour et d'autres choses, et qui, par rapport aux grands ancêtres de l'Empire ottoman, et cette référence permanente, entend bien faire depuis au moins la première guerre du Golfe, que la Turquie soit la puissance géostratégique la plus importante de cette région. C'est un autre débat, et nous aurons peut-être l'occasion d'en parler. On parlait à bâton rompu quand on se verra. J'y suis, pour ma part, tout à fait prêt. Donc, entre la Grèce et la Turquie, ça tend. C'est pas mal pour un traité de paix. Attendez, vous avez un truc là qui s'appelle
parce que on va transformer l'ancien empire allemand ou ottoman en mandat que l'on va se partager. Et vous avez un truc dans un de ces mandats là, qui touche à des régions, je sais pas moi, j'ai oublié. Il y a un truc qui s'appelle la Syrie, le Liban, euh, la Palestine qui sera divisée ensuite entre Palestine et Transjordanie. C'est pas des noms qui vous disent quelque chose? Et en 1917, alors même qu'il y a des politiques contradictoires définies par les accords Sykes-Picot depuis juin 1915, les Français et Britanniques ont déjà dit qu'ils allaient se partager le gâteau. On fait miroiter d'une part à certaines tribus représentées notamment par l'émir Faisal en Arabie, c'est toute l'épopée de Laurence d'Arabie, la création d'un grand royaume arabe unifié. Et dans le même laps de temps, on dit à la communauté juive que tous ceux qui étaient, n'est-ce pas, à l'ouest du Jourdain constituera un foyer national juif. C'est bien ça la déclaration Balfour en novembre 1917. Je m'arrête là sur ces sujets-là. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que, en termes de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de principes fondés sur un humanisme, de justice, etc., il va falloir se lever tôt pour me convaincre. Hein. Non, non. Donc, vous rajoutez ces contradictions territoriales, géographiques par rapport aux principes affichés, et excusez-moi, le traité de paix que j'avais commencé à déconstruire, il apparaît quand même extrêmement insuffisant. Et je veux, pour second axe de cette vidéo, aujourd'hui revenir avec vous quand même sur cette fameuse question des réparations. C'est pas pour faire passez ma vulgarité, de l'enculage de mouche, comme vous m'accusez de faire en général, puisque c'est de façon moins vulgaire, ce que vous me reprochez en disant que je complexifie trop les choses, que c'est trop dur. Pas pédagogique. Oui, mais excusez-moi. S'il faut des vérités établies et réductrices pour comprendre les choses et la complexité du monde, moi je fais partie des gens qui, avec Albert Camus, pensent qu'à mal nommer les choses, on ajoute au malheur du monde. Et c'est une ligne de conduite dont je ne dévierai pas. L'article 231 du traité de Versailles, qui est repris dans les autres traités, hein, dans les traités contre l'Autriche puis la Hongrie, donc ça c'est les traités de Trianon et de Saint-Germain, dans les traités de Neuilly sur l'Empire ottoman, et qui est tellement brillant que la guerre repartant, il faudra un traité, ça sera un autre traité, sur le traité de Sèvres, pardon, sur l'Empire ottoman. Le traité de Sèvres va aller beaucoup plus loin dans cette affaire-là, puisqu'il sera remis en cause radicalement par le traité de Lausanne 3 ans après. Bon, voilà. Mais bon. Grosso modo, pour justifier que l'on demande des réparations, dont on était infoutu de donner le montant, donc un chèque en blanc, on vous donne une somme, vous paierez la somme que l'on vous donnera, on va la définir, mais vous signez sur le principe. C'est un peu difficile à avaler pour les Allemands. Mais on va plus loin.
vous devez payer parce que vous êtes responsable pour les avoir causés des dommages de guerre. Donc vous êtes coupable. La question de la culpabilité. Et qui, même si dans la subtilité des rédacteurs, des juristes qui travaillent sur ce traité de Versailles, il s'agit justement d'un principe de droit pour légitimer la revendication de réparation. Alors que la justification politique de ces réparations, c'est puisque certains alliés n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, et notamment les Français, par ce biais-là, ils peuvent avoir un moyen de compensation et de pression, sous le prétexte que, légitime d'ailleurs, que c'est chez eux que l'on s'est battu, et qu'il y a eu des destructions, c'est pas en Allemagne qu'on s'est battu. Il n'y a rien à reconstruire en Allemagne. Enfin, s'il y a une société, il y a un État, il y a une économie, ok. Mais en termes matérialistes basiques, il n'y a strictement rien à reconstruire en Allemagne. Il y a à reconstruire en France. Ne mélange pas les problèmes, s'il vous plaît. Donc, ces réparations, qui sont donc immédiatement assimilées par l'opinion publique allemande comme une condamnation morale et un procès politique. De quel droit dites-vous que l'Allemagne est seule responsable? Et comme les autres sont aussi responsables, moi je pense qu'ils sont un peu moins responsables, en tout cas, je répète, sur le déclenchement de la guerre, précisément en août 14. Mais sur les raisons de fond, personne ne peut faire porter le chapeau à la seule Allemagne. Enfin, en tout cas, un chapeau trop grand, parce que celui qu'elle a est déjà assez énorme. Nous, les Français, nous avons un chapeau assez grand aussi. Les Russes ont un chapeau assez grand. Les Britanniques ont un certain chapeau non négligeable. Et les Italiens eux-mêmes ont un grand chapeau. Donc, bon, ça va, responsabilité partagée. Après, c'est une question de hiérarchie dans les pourcentages de la responsabilité. Mais là, non. Pour l'opinion publique allemande, vous n'allez pas rentrer dans ces subtilités. L'article 231 accuse l'Allemagne, présente l'Allemagne comme étant coupable d'avoir seule la responsabilité historique du déclenchement de la Première Guerre mondiale et en conséquence d'avoir à payer des réparations. Mais cette question des réparations, j'ai déjà évoqué les oppositions quant au montant. La France veut tellement affaiblir l'Allemagne que c'est le maximum. Puisqu'on n'a pas déstructuré diplomatiquement l'Allemagne en plusieurs États, ce qui était quand même l'objectif, alors il faut, par cette pression financière, disposer de l'ensemble des éléments qui pourraient permettre, n'est-ce pas, d'empêcher à cette Allemagne de se reconstruire et d'être ainsi une forme de menace à terme contre la France. Parce qu'aucun responsable français n'a l'illusion que les Allemands vont accepter la pilule que je viens de vous décrire de gaieté de cœur. Et qu'en germe, cette pilule contient les causes de la Seconde Guerre mondiale. Alors, évidemment, c'est pas que ça sera une Seconde Guerre mondiale à l'époque. Mais en tout cas, les causes d'une volonté de revanche. Et qu'une volonté de revanche peut constituer un discours sur lequel s'agglomère la majorité de l'opinion publique allemande. C'est pas du François Lafont, excusez-moi. C'est du maréchal Joffre. C'est du maréchal Foch. Tous les militaires de haut rang en France disent « Attention, il y aura une revanche allemande.
Il faut que d'ores et déjà on se prépare. Et c'est sur la question de cette préparation que vont se jouer des clivages fondamentaux dans la société française. Donc, entre la volonté française, qu'atteste, au cas où ça ne serait pas assez clair, le fait qu'un ministre des Finances, qui est d'ailleurs un des signataires du traité de Versailles, aux côtés de Clémenceau, je crois qu'il y a Pichon, en tout cas, vous avez le ministre des Finances, Klotz. Klotz, quand vous analysez les budgets présentés, vous avez toute une partie d'un budget spécial non couvert par des recettes. Alors, on peut faire des budgets fictifs, hein, attendez. Je ne vais pas, en tant qu'élu de la nation, me lancer dans toutes les astuces budgétaires pour présenter quelque chose qui est parfois légèrement différent de la réalité. J'ai pris, en tout cas, dans ma commune, pour règle, dans la mesure du possible, d'éviter autant que faire se peut ce genre de pratique technique et j'ai pris pour règle de toujours pousser mes coups de gueule directement, y compris quand les communes sont saignées à blanc par les baisses de dotation de l'État et des intercommunalités. Et j'ai pris pour règle de toujours dénoncer combien, sous couvert de services au territoire, on détruisait les services qui s'adressent aux populations. En tout cas, dans la zone où j'habite, je pense que ce n'est pas quelque chose qui touche uniquement la ruralité montagnarde. En banlieue, ça peut être aussi ce genre de phénomène. Mais là n'est pas l'objet. Qu'est-ce que je veux vous dire à travers l'exemple de Klotz ? C'est que tout le budget de la reconstruction de la France, tout le carneret de la France ravagé, détruit, les mines du Nord inondées, d'où l'impossibilité de reconstruire une sidérurgie, lors même qu'on récupère les mines de fer de Moselle, de Lorraine. Que l'on savait enfin exploiter depuis juste avant la guerre de 1870, parce qu'il s'agit d'un minerai, la minette, phosphoré, cassant, et donc grâce à de nouveaux procédés techniques, on avait enfin la possibilité d'exploiter ce fer français, ce fer lorrain. Et c'était au moment même où on disposait techniquement de la capacité à l'exploiter que c'était revenu à l'Allemagne. Là, on l'a récupéré. Mais on n'a plus de charbon. Ou plus beaucoup. Parce que les Allemands, non, il faut bien reconstruire. Les mines de la Ruhr, elles n'ont pas été détruites. Vous comprenez ? Donc, si vous analysez le budget présenté par Klotz, vous avez un chapitre qui s'appelle des recettes extraordinaires, qui s'appelle les réparations. C'est-à-dire que vous avez toute une partie du budget de la France qui est gagée sur des recettes, sur une ressource, les réparations, lors même que l'on ne s'est pas mis d'accord lors des négociations de paix sur combien les Allemands devraient payer. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et pour quelles raisons on ne se met pas d'accord ? Pour à la fois des raisons de bon sens, c'est-à-dire la question du réalisme, de la réelle politique. Si on pose le montant du chèque en blanc qu'on a contraint les Allemands de signer, si l'on pose sur ce chèque un montant manifestement irréaliste, alors on va déstructurer l'Allemagne et en faire une victime pour le communisme. Excusez-moi, tout se tient. Et si
on ne donne pas assez, la France ne va pas pouvoir se reconstruire. Pas évident. Si bien que c'est la conférence de Spa qui aboutira à définir un montant que l'on va présenter à la somme globale de 132 milliards de mark-or, c'est-à-dire, si on s'arrête à cette donnée chiffrée basique, 300% du produit national brut de l'Allemagne de 1913. Et les opinions publiques retiennent cette idée-là, 132 milliards de mark-or. Vous voyez qu'on est très loin de ce que les Français exigeaient, mais qu'on est aussi très loin des positions que John Maynard Keynes, en tant que conseiller économique de la délégation britannique, expert économique de la délégation britannique à la conférence de la paix, demandait, puisque lui, il estimait que plus d'une vingtaine de milliards, basta, quoi. C'était. D'abord, dont 52% à la France, puisque ce qui est normal, la France a subi, je viens de le rappeler, l'essentiel des combats. Ok, adjugé vendu, bon, voilà. Cote mal taillée, mais après tout, compromis, l'art de la politique, c'est quand le compromis ne devienne pas de la compromission. Bon, donc jusque-là, j'arrive à suivre. Trois choses, néanmoins. La première chose, c'est que en pratique, 132 milliards de mark-or, ça équivaut à plusieurs éléments. D'abord, ça représente en gros 52 milliards de mark-or sur la valeur du mark en 1914, parce que les monnaies ont un petit peu évolué par rapport, n'est-ce pas, à la durée du conflit, avec des obligations différentes, c'est-à-dire que déjà, toute une partie de ces réparations sont inscrites dans des annexes d'obligations de type. Il y avait trois catégories. Il y avait une catégorie de 10 milliards de mark-or, là, bon, incontestable. Il y avait une seconde catégorie, la catégorie B, de 42 milliards de mark-or. Vous aviez toute une série, celle de type C, de 80 milliards de mark-or, où il s'agissait, n'est-ce pas, de paiements à relativement long terme. Or, il s'agit là, en grande partie, de verbiage et d'obligations totalement chimériques, puisqu'il s'agit rien de moins que de laisser croire que l'Allemagne va payer beaucoup plus pour satisfaire les opinions publiques. Donc déjà, la somme de 132 milliards de mark-or, si vous ajoutez ces trois catégories de paiement, 10 milliards, ça. Et excusez-moi, je ne vais pas être très sympathique. C'est ma subjectivité qui va parler. De Bismarck à Guillaume II, en passant par la Welt politique, 10 milliards, c'est pas cher payé. Vous ajoutez 42 milliards, sous d'autres formes, ça peut être aussi des paiements en nature, du charbon, des choses comme ça. Voilà. Mais dès le départ, on sait que les 80 milliards, pour arriver donc à 132 milliards de mark-or, c'est du pipeau. C'est de la monnaie de singe. Mais attendez, l'opinion publique allemande ne va pas s'arrêter à ces points de détail.
Ouais, elle va rester basée sur 132 milliards. On nous égorge. En fait, si on analyse un peu sérieusement combien l'Allemagne va payer effectivement après moult accidents, par exemple, estimant que les obligations sont trop lourdes, fin 1922, suspendre les livraisons de charbon à la France, d'où l'opération militaire de la France, sans l'aide des Anglais évidemment, mais avec l'aide des Belges, l'occupation de la Ruhr, qui va donner prétexte à l'Allemagne de lancer une politique de déstructuration financière, la résistance passive, et qu'on va passer à cette inflation à plusieurs, c'est l'époque où un timbre poste vaut plusieurs centaines plusieurs dizaines de milliards de marques. Un exemple, j'ai le souvenir dans une vie antérieure d'avoir entendu réellement, puisque présent à l'occasion, le chancelier allemand Helmut Kohl expliquer qu'il était gamin à cette époque-là et que son père, qui l'amenait au restaurant le dimanche, avait pris pour habitude de commander le repas et de payer l'addition avant que le repas n'ait été servi au restaurant, parce que tout simplement il savait que le prix du repas aurait quintuplé pendant la durée du déjeuner. Vous ne croyez pas que ça marque? Et que ça peut aussi expliquer les dogmes monétaristes et l'attachement allemand à une certaine forme de rigueur monétaire. Hein, ça aussi, ça a des débats très importants, des conséquences très importantes dans des débats, je sais pas moi, sur l'Europe aujourd'hui. Enfin bref, j'y reviens là-dessus. On aura l'occasion de repréciser tout ça. Ces obligations que l'Allemagne ne remplit pas à partir de 1922 entraînent une crise diplomatique, si bien que pour garantir le paiement des réparations, un nouveau système monétaire international va être mis en place à travers le plan Dawes en 1924, confirmé en 1929 par le plan Young, printemps 1929. Printemps, la date est importante. C'est un petit truc qui va se passer en octobre 1929, sur lequel on reviendra. Et qui fait que des crédits massifs américains seront investis en Allemagne, en Autriche, pour permettre à ces pays de se reconstruire et de payer les réparations qu'ils doivent. Mais dans le même laps de temps, d'ailleurs, ces circuits financiers internationaux demanderont aussi aux Français non pas tant de se reconstruire par les paiements allemands, mais de rembourser la dette qu'ils ont contractée pour financer la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que le couillon dans l'histoire, c'est la France. Nous y reviendrons. Enfin, si on analyse globalement, les Allemands n'ont pas payé plus de 20 milliards de markor entre 1920 et 1931. 1931 va suspendre ses paiements. D'ailleurs, pour vous montrer le caractère chimérique de ces questions des réparations, si je ne m'abuse, il faudrait que je vérifie, mais je crois que dans les aménagements ultimes lors du plan Young sur cette question des réparations, qui dit donc dette interalliée, crédit américain et question des réparations, l'échelonnement des paiements allemands pour satisfaire à ces obligations-là aurait dû s'étaler jusqu'en 2010. Je crois que c'est jusqu'en 2010. Donc, des réparations... non, pardon, je dis une connerie. 2010, c'est des réparations sur la Seconde Guerre mondiale, mais en tout cas jusqu'aux années 1980, par échelonnement. Vous trouverez ça partout. Voilà. Excusez-moi. Les déstructurations monétaires, l'inflation, la difficulté à se reconstruire, vous ne croyez pas que ça constitue une sorte de substructure
sur laquelle la société française va avoir à se reconstruire. Moi aussi, et c'est pour ça que je vous en parle, pour que vous ayez tous les éléments en tête. Voilà, il y aurait bien d'autres choses à dire sur ce traité de paix, je m'arrête là, je crois qu'il y a suffisamment de choses à intégrer. Un mot encore, c'est pas pour vous enquiquiner, pas par sadisme virtuel, que non. Je crois réellement que comprendre les contradictions internes de ce traité sont une manière parmi les plus appropriées qui soient de comprendre ce que doit être une démarche historique. Et de vous rappeler ce principe, alors, même si je n'en fais pas une idole sur le plan idéologique et politique, très loin de là, ça rappelle quand même cette bonne vieille formule de Trotsky. On pourrait citer d'autres formules, et je conclurai par là aujourd'hui, qu'en mauvaise situation, il n'y a pas de bonne solution. Et que pour comprendre la société française après, dans cette période de mauvaises solutions structurelles, mais également du fait que vous ne pouvez plus admettre l'idée de payer l'impôt du sang. Après ce que vous avez vu, 1 500 000 morts, 3 millions de blessés, des gueules cassées. Ah oui, il paraît que les gueules cassées, certains ne savent pas ce que c'est, alors, si dans mon bordel je vous retrouvais une photo d'une gueule cassée, sinon vous allez sur Internet, hein, vous en verrez plein. Vous en verrez plein. Non, c'est des dossiers communaux. Donc, non, on va s'arrêter là. Donc, mauvaise solution et refus a priori de se préparer à assumer cette mauvaise solution. Parce que pour résumer d'une formule qui fait un peu mot d'ordre, évidemment par définition réductrice, qu'est-ce qui reste ? Il reste l'humiliation pour l'Allemagne sans la sécurité pour la France. Alors, vous comprenez, après ce que l'on a subi, l'heure est à la fête, à l'enthousiasme. On va appeler ça les années folles. Mais l'axe profond, humiliation allemande, sans sécurité française. Et ceux qui vont prêcher pour la sécurité française, ceux qui vont dire que, et de tous bords d'ailleurs, que les conditions de paix ne peuvent pas garantir la paix. Parce que soit c'est trop ou trop peu. Bon, un petit peu prêcher dans le désert. Voilà, je reprendrai ces éléments peut-être en fin d'après-midi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie que la sagesse ait repris donc son cours et que vous ayez apparemment commencé à revisionner ces vidéos. Bon courage. D'ailleurs, je sais très bien que ce n'est pas une bonne solution de vous faire des vidéos. Excusez-moi, j'en ai pas d'autres. Donc, nécessité fait loi. Bonne journée.